On croise différents personnages dans le roman. Certains traversent juste, disparaissent. Il y en a d'autres auxquels, même s'ils sont trash, il y en a auxquels moi je me suis profondément attachée dans le roman. Voilà. Le narrateur, ce n'est pas toi, mais c'est quand même une part de toi. Donc ces gens-là qu'on croise et qui sont terriblement attachants, franchement, vraiment, sincèrement, terriblement attachants, est-ce que c'est des gens, c'est des gens qui ont vraiment existé, avec qui à un moment donné tu as croisé, les lieux qui sont cités à la Croix-Rousse, est-ce que c'est des réminiscences de lieux que tu as croisés dans les années 90 L'expérience, elle est réelle. Après, ça a tout été, comment dire, c'est comme de la pâte à pizza. J'aime bien faire des métaphores un peu très terre à terre. C'est devenu autre chose. Il n'y a pas une personne qui est telle qu'elle. J'ai mêlé par respect pour les gens, par c'est troublant quand on me dit que les personnages ils sont touchants, parce que pour moi ça évoque quelque chose de pas drôle du tout, et les personnages qu'il y a là-dedans ils sont perdus. Après, des gens qui ont vécu, que je connaissais à cette période, qui ont vécu cette période-là, ils sont capables de reconstituer après. Ouais, j'ai vraiment beaucoup transformé. Après, la matière première, les sensations, elles sont là. Elles sont là, et puis il y a ce truc qui facilite pas non plus pour le lecteur, le fait de ce travail sur cette écriture que tu dis, qu'on me dit hyper réaliste, des fois on me dit c'est objectif, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un travail très étrange. J'arrive toujours au final à faire des choses comme ça. Sur les quelques bouquins que j'ai fait, il y a un autre bouquin, tout petit bouquin qui s'appelle La Cage, que j'ai publié moi-même il y a X années. C'est pareil, au dernier moment j'ai enlevé les 9/10 du texte, hein, genre une semaine avant que ça parte à l'imprimerie. Enfin ça part, c'est moi qui l'ai imprimé dans l'imprimerie où je travaillais. A fallu comment dire, enlever tout ce qui fait faux, tout ce qui fait trop littéraire, tout ce qui fait trop enlever tous les adjectifs, enlever le tellement du je t'aime, et puis réduire pour qu'il reste que quelque chose qui a l'air très concret. J'aime bien dire que j'essaye d'avoir une écriture qui ne donne pas de recul au lecteur. C'est assez violent, quoi. Ça donne l'impression d'être objectif, c'est surtout qu'il n'y a pas de recul, on a un peu la tête écrasée contre une vitre. C'est une manière de procéder dans l'écriture qui est très rude, quoi. Qui supprime la subjectivité au maximum, ou qui ne la donne pas à percevoir la subjectivité de l'auteur, mais qui l'impose au lecteur en lui donnant l'impression que c'est quelque chose d'objectif, de réel. Donc il y a tout un travail comme ça qui se fait, où le montage est important. En même temps, il faut que ça reste lisible, il faut que ça reste, qu'on sente le dessus de l'iceberg, que le peu qui reste, ça atteste de quelque chose qui a l'air vraisemblable. C'est une écriture assez tétanisante qui vise, pour moi, et ça j'en suis assez conscient, à produire un effet pornographique. Dans le sens, pas de recul, quoi. Quand on analyse l'effet de saisissement de la pornographie, on n'a pas de recul, il y a des sensations. Et je travaille comme ça, quoi. Donc j'enlève tout ce qui pourrait faire trop littéraire, montrer l'illusion, quoi, la subjectivité. Et c'est un travail assez lent d'amenuisement, quoi, qui vise à rendre quelque chose de réel. Mais après, il y a tout le travail de structure pour amener une identification, enfin, dont je parlais. C'est vraiment quelque chose d'assez hybride, ce bouquin. Sur plein de plans, quoi, qui mêle des choses assez contradictoires, quoi. Parce qu'il y a cette écriture de la sensation qu'on trouve beaucoup dans la littérature française depuis les années 60, l'écriture blanche, etc. Puis il y a d'autres choses beaucoup plus bizarroïdes aussi, quoi. Donc après, c'est pas des personnes réelles. Il n'y en a plus dedans, c'est mélangé, c'est des hybridations de 3-4 personnes, c'est des facettes, et ça j'aspire à aller plus loin dans la fiction, quoi, à parvenir. La fiction, c'est une forme, comment dire, de schizophrénie organisée à travers des marionnettes qui ont l'air vivantes, quoi, à scinder des facettes de... il ne le fait pas consciemment, un auteur de fiction, c'est un processus. Et là, c'est à cheval. Peut-être le plus fictionnel, c'est le narrateur, quoi.
même si c'est proche de choses que j'ai pu vivre, ça devient vraiment une histoire, quoi. Moi j'arrive à lire ça, il y a plein de trucs que j'arrive pas à relire dedans, à peu près comme une histoire, quoi. J'ai lu l'histoire de ce gars, quoi, et c'était l'objectif, quoi. Après, c'est des lieux, c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes. Il n'y a jamais eu quelque chose qui s'appelait Tabula Rasa qui a existé, quoi. Il y a d'autres choses qui ont existé. Il y a un amalgame qui est fait. Il y a une expérience. De mon expérience vécue, il reste 0,01%, quoi. Parce que de toute façon, dans l'écriture, on est toujours infiniment en deçà de la réalité, quoi. Même si on s'amusait à vouloir, chacun d'entre nous, écrire un truc pour raconter, ne serait-ce que les 2-3 machins qu'on ressent, qu'on voit, les gestes qui se passent dans une soirée comme celle-là, on serait vraiment en deçà, quoi. C'est tellement riche, tellement complexe. Donc c'est pas la réalité, c'est pas... j'ai des personnes que j'ai côtoyées à cette période-là, je sais pas ce qu'ils y verraient, pas du tout ce qu'ils ont vécu. Et puis il y a vraiment eu un travail d'analyse qui s'est fait avec du recul et une réinterprétation, une restructuration qui s'est fait vraiment avec beaucoup de recul, quoi. Parce que je montre des personnages qui n'ont pas de recul et en même temps le livre il vise à donner un portrait à la fois qui a l'air comme ça hyper réaliste, on y est, comme en caméra subjective avec des traces de doigts sur l'objectif et tout, mais dans le montage, dans l'accès à la pensée reconstituée à partir d'une analyse sociologique de cette période, je donne plein d'autres choses que je ne pouvais pas vivre à cette période-là, quoi. Donc c'est complexe ce que ça met en jeu, quoi. Mais quand même, je sais pas si je réponds à ta question. Si, mais en fait, même si en effet c'est pas forcément autobiographique, c'est les personnages qu'on croise dans le roman, ne sont pas les personnages que tu as croisés dans les années 90. Ce que tu as fait de Terre Noire, ce qui a été fait avec Terre Noire, est-ce que c'est pas finalement ce que ce collectif dans le livre aurait aimé faire à un moment donné? Est-ce que c'est pas un peu l'aboutissement Non, c'est ce qui a survécu, c'est ce qui a mis ce qu'on fait, parce que c'est pas un jeu, ce qu'on fait aujourd'hui à Terre Noire, c'est lié à la conscience que j'ai eue de cet échec-là, qui est un échec, mais que j'ai analysé dans plein de domaines, qui est un échec générationnel. Pour moi, le livre s'est mis à un endroit dedans, et le parallèle que je fais par rapport aux générations qui viennent après la génération de baby boom, pour moi qui forme une grande génération qui est de plus en plus consciente tôt que ça va pas être le pied, quoi, qu'elle va devoir se démerder, même quand elle fait ses études, même au lycée, elle s'en rend compte, alors que les gens comme moi qui sont nés en 68, 70, 71, ils s'en sont rendus compte assez tard, quoi. L'image, c'est les enfants qui suivent le joueur de flûte et qui sont... C'est ça l'idée, quoi. Donc j'ai vu ça dans l'Underground, j'ai vu des projets beaucoup plus structurés que celui-ci. J'ai vu des gens monter une salle de concert, performance à Villeurbanne, ça s'appelait Le Pesner, et ça a tout sombré. Il y a eu une énergie folle. Moi, je les ai vus faire des plans d'architecture, travailler pour déboucher sur du vide, quoi. J'ai vu ça dans la bande dessinée indépendante où j'ai participé, quoi. C'était... j'ai vu comment dire, et encore il y avait une euphorie, on va tout renouveler, on refait, on arrive, on lutte contre les lois du commerce, on fait un espace d'expression pure. J'ai vu comme ça un mouvement qui a transformé la donne par rapport à la bande dessinée, mais en même temps j'ai vu la naissance, le développement de ce mouvement, j'en ai fait partie, et j'ai vu sa fin, ça a régénéré la bande dessinée comme forme d'expression chez des plus gros éditeurs, et tous les auteurs de cette période-là, ils sont plus publiés. Et en même temps, quand j'analyse avec des gens de ce milieu, quand on analyse ce qu'il en reste, sur des milliers de livres, des livres qui tiennent vraiment la route, allez, il y en a combien? 10, 20? Le regard, parce que ça a été aussi des livres d'expression, d'expérimentation formelle, et en plus on avait du public à cette époque-là, beaucoup plus de public qu'il y a dans la littérature. C'était, voilà, on sortait une expérimentation formelle, on avait 1000, 2000 lecteurs, juste parce qu'on cassait les règles, quoi. On a vécu notre nouvelle vague comme ça, donc cet échec, je l'ai analysé sous plusieurs réalités différentes, quoi. Et là, c'est vraiment une synthèse que j'ai essayé d'en faire
à la fois, c'est ce qui est paradoxal dans ce livre. Il ne donne pas de recul, il donne l'impression d'être pas facile, parce que c'est pas spécialement réjouissant ce qu'il y a dedans, même s'il y a de l'humour, quelque chose comme ça, une expérience, c'est très rapidement, quelque chose d'assez intense, et continuer à y réfléchir après, d'après ce que me disent certains lecteurs, mais ouais, c'est vraiment ce que j'essaie de faire là-dessus, quoi. Après, les personnages, c'est des amalgames, quoi. Le personnage qui meurt dedans, c'est pas ce personnage-là qui est mort en réalité, par exemple, quoi. C'est quelqu'un que je recroiserai peut-être un de ces jours. Voilà, quoi. Il y en a d'autres qui sont morts, il y en a d'autres à qui il est arrivé d'autres choses. C'est un moment donné, il y avait une énergie, et il y a un moment où j'ai pris conscience à cette période-là qu'il y avait un abîme au sens propre, hein, ce qui est raconté, qu'il y avait un abîme entre ce qu'on essayait de faire, nos idéaux, nos aspirations et la réalité dans laquelle on était. Après, remonter dans la réalité, ce que raconte le livre dans son dernier tiers, ça a été très difficile, et il y a très peu de gens de cette période-là qui m'ont accompagné à ce moment-là dans la remontée dans la réalité. Mais c'est extrêmement bien rendu. Et vraiment, sincèrement, je trouve que la dernière partie, enfin j'ai beaucoup aimé le reste, mais la dernière partie du roman, je l'ai trouvée, moi, parfaite. Enfin, on suit le narrateur, on a l'impression qu'il monte, enfin voilà, qu'il est en train d'escalader, qu'il trébuche, qu'il redescend, qu'il remonte, et la toute fin, elle est... Enfin, l'écriture, il faut pas qu'elle soit que autobio, et je crois vraiment dans la fiction, et je lis énormément de fiction, et un auteur, il a intérêt à connaître ce dont il parle, à aller vivre avec les gens, voire à s'inspirer au début de son expérience pour raconter quelque chose qui ne soit pas une idée, une posture, une idée sur... Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu comme ça, je me suis retrouvé dans une lecture, il y a quelqu'un qui a lu un texte sur le fait d'être dans la marge, etc. Et c'était un travail d'écriture qui était beau, mais constamment en écoutant cette personne, je me suis dit, mais de quoi elle me parle? Alors que je vois très bien de quoi elle me parle, mais par rapport à l'écriture, je me dis, mais de quoi elle me parle? À chaque phrase, je me disais, mais de quoi elle me parle? Et c'est pas que je comprenais pas, mais c'était, elle travaillait sur une idée, quoi. Voilà, un thème, etc. On prend tel thème, donc il ne faut pas que ça soit un thème. Toutes les questions sociales, c'est la noyade, quoi. C'est des gens qui se noient en pensant que c'est... J'ai pas d'autre image parce qu'elle est assez complexe, l'image des enfants qui viennent chercher le joueur de flûte et ils ont de la musique dans la tête et ils se laissent et ils se bercent et ils sont tous là-dedans et ils se noient tous et ils se rendent pas compte et ils se noient le sourire aux lèvres. Enfin, des rats ils sourient pas, mais ils se noient comme ça. Et c'est vraiment cette idée-là, quelque chose d'assez guiré. Il y a le générique de l'île aux enfants qui résonne en arrière-plan et c'est assez horrible, quoi. Parce qu'il n'y a pas de joie, on essaye. On en parlait tout à l'heure, c'est même pas des gens qui veulent bosser dans la pub, c'est des gens qui se disent je veux être moi-même. L'injonction c'est être soi-même, quoi. C'est être soi-même, se respecter soi-même, mais c'est un suicide dans un contexte social qui vire comme ça. Être soi-même, c'est pas possible, ça crée, puis tout ce paradoxe, puis après on ouvrira des questions, ça crée comme ça, il y a une bulle où il y a les enfants de la classe moyenne, dont les grands-parents venaient de classes populaires, qui ont accès à des études. Pour la plupart, on n'est pas outillés, on n'était pas outillés pour ça, et il y a une espèce de noyade, quoi. Et on va tous dans le monde de la culture, alors là, ils veulent carrément être artistes, tant qu'à faire, parce que sinon, ça ne serait pas se respecter. Mais il y a une espèce de noyade avec une espèce d'entrain, quelque chose comme ça d'assez tragique, et qu'on rencontre dans plein de pays. Après, pour clore sur ta question, il y a, par exemple, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est rentré, qui s'est retrouvé à travailler en emploi aidé à l'imprimerie que je raconte. Et là, je l'ai nommé, c'est l'imprimerie du CNED. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui travaille parce qu'ils ont tout liquidé derrière. Il y a 1 an et demi, ils ont fait 1 an de grève parce qu'ils leur ont mis des cadres de France Télécom. Et j'ai recroisé dans le métro quelqu'un qui est dans le livre, quoi, qui m'a raconté ce qui se passait là-bas, quoi. Donc cette dimension-là, c'est pas un thème, quoi. C'est pas une posture, quoi. C'est pas une posture. Après, ce qu'on fait aujourd'hui à Terre Noire, c'est imprégné par cet échec-là. C'est presque vouloir faire l'inverse, quoi. Ne plus faire bloc, ne plus être dans une logique sectaire, ne plus se prendre pour un artiste, ne pas être méprisant, ne pas chercher la reconnaissance personnelle, mêler un travail à la fois engagé politiquement et un travail artistique, quoi. Et le faire par nécessité, sans en attendre rien du tout, quoi.
Internat, on fait des livres à 100, 200, 300, 400 exemplaires, on les réédite, ils ont des lecteurs, c'est ce qui compte. Ils ont des lecteurs, on ne le sait même pas. Personne ne vient nous en parler, on travaille avec un petit réseau de librairies comme vous, et vu qu'on fait quasiment pas de communication, nos livres, soit ils se vendent, et ils ne vendent pas auprès de nos potes, soit le projet il n'était pas clair, il n'était pas compréhensible. Et des fois, la logique de retravail dans laquelle j'ai été avec Brigitte Giraud, c'est une logique de travail dans laquelle je suis depuis longtemps avec d'autres. Il y a des bouquins, il y a quelqu'un ici qui est venu avec un projet, on l'a retravaillé 16 fois, on l'a réécrit intégralement 16 fois. À plusieurs, des fois il y a des gens qui arrivaient en cours de route au bout de la 15e version et qui retravaillaient, ou il y en a qui étaient du début à la fin, jusqu'à ce que ça se tienne, jusqu'à ce que ça soit le moins bancal possible. Et après ça peut être bancal. Si c'est bancal, ben, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'était pas clair? Qu'est-ce qui a été... Où est-ce qu'on a été? Est-ce que des moments par épuisement, on n'en peut plus. Des moments où tu parlais de la difficulté, c'est pas la difficulté à écrire certaines choses. Moi, il y a une scène ou deux qui m'ont vraiment brassé émotionnellement, surtout une demi-page peut-être, où ça a fait remonter des choses, je ne m'y attendais pas en tant que personne. Mais sinon, le reste, c'est du travail. Il y a l'épuisement, des moments, comme quand on fait n'importe quel boulot, des fois on n'en peut plus, quoi, à force de forcer, de remettre la charrue. Il y a des moments où on craque un peu sur un texte, il y a un épuisement, ça arrive, c'est normal, quoi. Donc après, il y a des choses réelles dessous, c'est pas un thème, quoi, comme matière première. Je crois que je le dis souvent, mais dès les gens qui mettent les pieds pour 1 heure en atelier d'écriture, la première fois je leur dis, voilà, dans l'écriture on écrit à partir de soi. C'est pas un catalogue dans lequel on va piocher des sujets, l'amour, si tu veux travailler sur l'amour, va falloir travailler sur ce que c'est l'amour pour toi, quoi, comment tu le vis et les trucs difficiles. On écrit à partir de soi, mais on n'écrit pas que pour soi. C'est pas le déversoir, on se parle pas qu'à soi-même. Parce que sinon, il ne faut pas montrer ses textes, quoi. Après, on peut les montrer de plein de manières, hein, sans parler d'être publié. Ça sert à rien de mettre ses textes sur des blogs, sur des sites, ça sert à rien si on n'est pas prêt à faire une place au lecteur, quoi. Donc on apprend petit à petit à avoir du recul, et tout seul, on n'arrive pas à l'avoir. On a toujours besoin d'un regard extérieur, qui soit un regard qui peut comprendre ce qu'on fait, et en même temps, qui n'est pas ne pas oser dire ce qui ne va pas, quoi. Et qui lâche pas. Après, c'est important, mais avant, les éditeurs faisaient. Il y a plein de grands auteurs qui ont été accompagnés comme ça, ce qui est normal, quoi. C'est normal. Si on veut qu'un livre puisse arriver entre les mains d'un lecteur, et puis parmi la masse de choses, éventuellement lui parler, ça a intérêt à être, encore une fois, beaucoup travaillé, quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Comment dire, le sentiment de noyade. Quand je travaille sur le livre, je disais à un moment, c'est une défense, hein, je disais pour le présenter, je disais, voilà, vous me disiez sur quoi tu travailles, je disais, c'est l'histoire d'une bande de connards, et le narrateur, c'est pas le moindre d'entre eux, quoi. C'est pas ce qu'on y voit peut-être au final, mais il fallait quand même prendre des choses dans lesquelles j'avais pu croire, cette espèce d'idéal artistique, etc., et les restituer avec beaucoup de recul, sans complaisance. Et c'était, voilà, tout le discours artistique, etc. Moi, j'avais listé des thèmes comme ça, comment dire, orgueil artistique, machin, des choses, ça me... Comment dire, moi, j'aime bien y aller sur des nécessités d'écriture. On a enlevé, et ça j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, on a enlevé, il y avait des scènes de performance où à un moment ils essayent, dans leur collectif, ils font des expositions, puis ils essayent d'aller au devant du monde, les personnages. C'est calamiteux ce qu'ils font. Et ça donnait un aspect vraiment tragicomique, quoi. Et tout ça on l'a enlevé parce que c'était pas nécessaire, quoi. C'était pas nécessaire, ça a été remplacé par ce qui est à la fin, mais à cette période-là, dans le milieu underground lyonnais où j'étais, j'ai fait quelques fois des performances. C'était je crois qu'il en reste plus rien, il n'y a plus de discours sur la performance, etc. Mais c'était, et après je donnerai la parole, c'était vraiment la question de... c'est vraiment effrayant de faire une performance. Vous allez vous foutre à poil en public, il y aura du public, il n'y aura pas de public, il y aura 5 personnes, 10, 20, 100, 200. Vous êtes avec vous-même face à tous les autres. Il ne s'agit pas seulement de se mettre à nu physiquement, mais psychiquement. Là, on s'avance et on va, j'en sais rien, se mettre des gifs pendant 10 minutes en public, en disant je suis heureux dans la vie, par exemple. J'ai pas fait ça précisément, mais ça serait une performance, quoi. Et on répète je suis heureux en se giflant pendant 15 minutes devant des gens. À ce moment-là, il ne s'agit pas d'être vu comme un malade mental.
ou quelqu'un qui fait de la provocation, on sait qu'on essaye d'incarner, de s'avancer et de prendre sur soi, d'incarner, de jouer le rôle d'une idée, d'une réalité. Après, ça peut faire pouffer de rire. Moi, j'ai vu des gens pendant des performances, pas celles que je faisais, mais se moquer, etc., ricaner. J'ai vu des gens comme ça se mettre nus contre une façade là, aux subsistances. Il y avait une goutte d'eau qui leur tombait sur le front toutes les minutes. Ils restaient comme ça pendant 8 heures. On peut trouver ça grotesque. Ça peut parler d'être une parabole incarnée de l'existence humaine. J'ai même vu des fois les organisateurs se moquer des performeurs comme ça. Donc j'ai fait ce genre de truc quelques fois. Et dans l'écriture, je l'envisage toujours de la même manière. Après, vu qu'il me faut des années pour travailler, si on va travailler 6 ans, 8 ans, 10 ans sur quelque chose, ça a intérêt à être suffisamment stimulant pour ne pas abandonner, pour rester à mâcher avec la charrue jusqu'au bout, quoi. Donc moi, il faut que ça me fasse peur. Que je me dise, que je sente une nécessité qui n'est pas une nécessité d'orgueil personnel, qui fait que je vais pouvoir continuer à écrire dessus 8 ans, 10 ans après, et que ça ne sera pas vain, que je ne me suis pas trompé. Donc ça demande à sentir un truc et à être prêt à rester accroché à ça, à rester accroché au mât dans toutes les mutations du monde, dans toutes les mutations de sa vie, et aller jusqu'au bout. Donc il faut que je sente quelque chose qui me fasse suffisamment peur, voire même quand j'en parle, qui fasse peur aux gens autour de moi par rapport à la nature du sujet. Parce que sinon, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Et quand on va dedans, c'est comme faire une performance, tout le temps on est dans le travail, c'est comme si la réalité elle devenait une abstraction. Parce qu'à ce moment-là, si on a trop conscience du monde qu'il y a autour de soi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se mettre à poil et d'aller se mettre des gifles comme ça, quoi. C'est pas possible, on entend les gens se racler la gorge, ricaner, on s'effondre, on va se cacher, quoi. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une adéquation comme ça dans la mise en jeu. Et après, on ne sait pas comment c'est perçu, quoi. C'est irréel, c'est voilà, on fait, ça dure quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ou quelques heures, ça dépend du projet. Voilà, on se dit je le fais, je vais faire ça et je le fais. Et j'ai rien à en retirer, à part qu'à ce moment-là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Mais pour ça, pour le faire, il faut en avoir vu, il faut avoir été marqué par des choses comme ça, quoi. Et puis ça se réfléchit pendant longtemps, quoi. C'est pas un délire, c'est pas... c'est voilà, cette question de mise en jeu. Donc il y avait ça, et ce qui était plus que le vécu latent, se dire, putain, est-ce que tu es capable de retourner dans ces trucs dont tu veux plus aller parce que c'était horrible, etc. Est-ce que tu vas aller là-dedans, travailler des années là-dessus, aller chercher ça, aller prendre les tripes, les remonter, les examiner, les poser sur la table, les mettre à la lumière, les nettoyer, demander des avis, etc. Est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Quel est le sens de ça? Et pour moi, s'il n'y a pas un sens collectif, il s'agit de donner quelque chose, mais c'est comme dans la trajectoire du héros, du mythe. Le héros, il part, il fait que des conneries, il se plante, il paye, il remonte et il repaye derrière, et au final, il revient, il n'est plus le même, le monde n'est plus le même, et il peut rapporter quelque chose au monde. Il peut amener, il s'est transformé, quoi. Il y a cette idée, quoi, de raconter, c'est vraiment une trajectoire de récit classique. Mis avec une forme vraiment mutante, bizarroïde, quoi. Mais ça va de plus en plus vers le récit classique. Donc il y a ça, il faut ramener, il faut faire l'amalgame en n'ayant pas du tout de recul dans l'écriture, dans ce qu'on essaye de faire, entre des choses très personnelles et des choses en aspirant à des choses plus globales, quoi. Global. Après, on n'a pas de recul là-dessus. Enfin, moi j'ai une question, pourquoi avoir choisi de parler plutôt du mode d'emploi du livre plutôt que qu'est-ce qui parle le livre? Parce que enfin, on se côtoie, on a un peu parlé aussi autour du sujet du livre. Je t'avais dit, ce qui m'avait interpellé, c'est en effet, c'était pourquoi, enfin, donc je t'avais dit que je trouvais qu'on parlait, enfin, c'était un monde, on va dire, aux classes moyennes. Ils ont tout pour réussir dans la vie et ils sont confrontés à l'échec. Et j'irais même plus loin, c'est une partie des gens, c'est pas tous, parce qu'en effet, la réalité n'est pas, enfin, c'est vraiment, on regarde un petit bout et enfin, ce qui fait le sujet. Enfin, ce qui fait intéressant le sujet,
pourquoi, quand tu dis qu'il y a une question de sociologie, qu'est-ce qui fait que ces gens, donc on a à peu près le même âge, font qu'en effet qu'ils se sont totalement ratés? Et en particulier cela, pourquoi? Bah, parce qu'ils essaient de faire quelque chose d'impossible, quoi. Mais c'est, enfin, plutôt les motivations, qu'est-ce qui les a motivés à aller jusqu'à long... Aller jusque-là, à perdre pied comme ça, bah, la volonté d'absolu, la volonté d'être soi-même, poussée jusqu'à l'absurde, quoi. Et en même temps, pour moi, c'est pas une question marginale, c'est parce que j'en ai beaucoup parlé par rapport à des gens de ma génération qui viennent de plein de milieux différents. Il y en a qui ont grandi à la campagne, il y en a qui étaient avec des parents un peu 68 arts, mais finalement assez peu, quoi. Mais en même temps, comment dire, ce que je dis générationnellement, cette aspiration furieuse à avant tout chercher à être soi-même, c'est quelque chose qui a traversé toute la société dans cette période-là, quoi. Pour moi, c'est pas qu'un truc de marginaux. Après, les marginaux, ils le font à leur manière, quoi, en devenant nihiliste ou le délire là. Et je fais le parallèle, et dans mon bouquin précédent aussi, je fais le parallèle. Alors là, il y a quelque chose de très dangereux. Je fais le parallèle avec, il y a Khaled Kelkal, je fais le parallèle avec les jeunes qui sont récupérés par le fondamentalisme et qui basculent. C'est pas la même chose, mais en même temps, quand il y a je mets Richard Durn, des gens qui pètent les plombs comme ça, comment dire, dans la même marmite, j'aime pas cette expression dans le même sac, la même marmite, les gens qui ont fait le 11 septembre, c'est pas des gens qui venaient de familles religieuses, qui ont eu la haine de l'Occident, c'est des gens qui ont fait des études, dans des universités, en Allemagne, des études d'architecture, etc. Et il n'y a pas longtemps, je lisais, après ce qui s'est passé à Toulouse, l'analyse qu'ils ont, dit maintenant les mutations elles se font de plus en plus vite, les gens ils basculent dans le fondamentalisme en 6 mois. Mais ces gens-là, il y a un moment, ils prennent conscience qu'ils n'ont pas de place dans cette société, qu'ils n'en auront jamais, donc ils retournent cette violence-là. Après, il y a des gens qui l'utilisent, mais l'idée c'est, ok, je subis une violence sociale, je ne suis pas complètement con, j'ai fait des études, etc. Je suis capable d'apprendre le terrorisme en quelques mois, je suis capable d'apprendre des trucs pratiques. Je retourne cette violence sociale, et là, c'est des gens qui retournent la violence sociale contre eux-mêmes, en n'en ayant pas conscience. Parce que dans les années 90, jusqu'au milieu des années 90, on n'en avait absolument pas conscience, quoi. Il y avait cette idée de... C'était une espèce de gueule de bois, où on ne se rend pas trop compte qu'on a la gueule de bois, quoi. Il y avait cette idée-là. Donc, par rapport à ta question, il y avait cette noyade, mais pour moi, qui était... un enthousiasme, quoi. On y va. Et je me rappelle beaucoup de gens qui passaient dans ces milieux-là, dans ces collectifs, et qui étaient très enthousiasmés, quoi. De gens qui étaient profs, qui avaient un enthousiasme, il y a des personnages comme ça. Et pour eux, c'était chouette, c'était être libre. C'est une belle période, quoi. Et non, parce que c'était un saut dans le vide, quoi. Mais il se fait, et cette injonction, je l'ai vu, par exemple, j'ai vu des amis faire des écoles de graphisme, travailler dans des librairies, tiens, il y en a même que tu as connu. Et un jour, venir me voir, quelques années après ce que je raconte, et me dire « Ah ouais, c'est chouette, j'arrête mon travail, là, je vais écrire mon roman. » Et moi, je leur dis « Ah non, 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 j'essaie de les retenir au bord du gouffre. » Des gens moins marginalisés, bien moins marginalisés que ceux que je raconte, commettent le sourire aux lèvres un suicide social, quoi. Et je les revoyais 1 an ou 2 après, ils étaient les plus forts, ils étaient super enragés socialement, super énervés, quoi, tout le temps en colère, etc. Et c'était mieux, hein. Je préfère les voir en colère que dépressifs, complètement prostrés chez eux, quoi. Parce que la désintégration sociale, l'inactivité, l'ayant vécu, l'ayant connu, c'est vraiment quelque chose de terrible, surtout à cette période-là où on a plein d'énergie, on déborde, on a besoin d'apprendre, on a besoin... Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui traverse globalement. Après, quand on vient de prise directe d'un milieu ouvrier, là c'est des gens dont les parents ont été dans la classe moyenne, supérieure, moyenne ou inférieure, donc il y a quand même un palier. On me disait, quand on discutait à Paris, il y a quelqu'un qui m'a dit « Attends, tu dis des gens qui viennent de la classe moyenne, c'est pas des gens de la classe moyenne. » C'est vrai. Mais il y a un très 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 bon bouquin, moi je le lis, c'est un bouquin de sociologie, mais carrément il me donne envie de... Il me prend à la gorge, quoi. Ça s'appelle 80% au bac et après, de Stéphane Beau, je crois. C'est un sociologue qui a suivi, et l'écriture elle est très simple, hein, c'est pas de la sociologie à base de statistiques, etc. C'est un élève de Bourdieu, comme il y en a eu plein. Il a suivi des gars qui
qui étaient en échec dans une banlieue, des gars de banlieue en échec au collège, et au lycée on met un plan d'accompagnement des élèves, etc. Et là ça marche super bien, ils font des études, ils y croient, et puis ils arrivent à la fac. Et là en fait, il décrit de l'intérieur, ces mecs-là, ils sont pas outillés, à la fois ils représentent pour leur famille, on n'a jamais été aussi loin dans les études, c'est une fierté, mais eux là-bas ils sont complètement largués, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, ils ne peuvent pas travailler tout seuls, et ils passent quelques années comme ça, et ils se confient parce qu'ils sont devenus copains avec le sociologue, et puis quand au bout d'un moment ça s'arrête, ils sont soulagés, mais en même temps ils ont honte, alors ils reviennent, et là ils font des emplois jeunes, parce qu'il y en a ils essayent d'aller à l'usine avec papa, mais à l'usine ils peuvent plus parce que intellectuellement ils ne correspondent plus à ce milieu-là, quoi. Ils sont nulle part. Et c'est vraiment ça, quoi. Désolé d'en parler avec émotion, mais dont je veux parler par rapport à cette génération. Je m'engueulais encore sur Facebook aujourd'hui avec des gens qui disent « Ouais, mais vous êtes des enfants gâtés, il y en a marre d'avoir des enfants gâtés qui se plaignent, qui chouignent, etc. » Mais la réalité de la désintégration sociale, du déclassement, la violence que c'est, on n'en parle pas. On ne peut pas en parler. Je crois que c'est un des objectifs du livre, quoi. Parler de ça, quoi. Et pas en mon nom, quoi, parce que je m'en fous enfin, ça m'intéresse pas d'en parler en mon nom, mais de faire écho à ça. Et c'est une phase, c'est les gens qui sont sortis comme ça, et la classe ouvrière, elle est pas loin derrière, quoi. Elle est pas loin en même temps du fait qu'il y a eu une élévation à un moment donné, que les parents accédaient un peu mieux, il y a eu une non-transmission, un rejet, un mépris des classes populaires, une condescendance. On en parlait avec Brigitte, à un moment, elle disait mais ils disent des beaufs, c'est trop violent. Et je disais si, c'est ça, il faut le dire. Parce que même en étant à moitié clochardisé, etc., des espèces d'artistes largués, on a le mépris social, quoi, comme ciment, quoi. Et ça a été transmis pendant les années 80. Non seulement on a fait une génération qui allait au tout à l'égout et qui continue à faire des études d'art, etc., et qui ne sait pas... cet après-midi, je rencontrais, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, des anciens stagiaires, des anciens étudiants qui ont fait un master pro, et là ils ont fini il y a 2 mois, ils sont quoi? Dans le vide, au chômage, etc. Je leur dis, vous venez, vous faites quelque chose de concret, vous restez pas à rien faire chez vous. Et moi je réagis super vivement là-dessus, parce que je m'y revois, je nous y revois tous, et je sais que c'est une période mais tragique, quoi. Là, il y a 2 mois, ils étaient dans un truc où ils bossaient comme des brutes, et là, bienvenue dans le vide, quoi. Et les plans de ne pas pouvoir trouver d'appart et tout le reste, quoi. Après on peut dire, ah, vous avez de la chance, vous avez fait des études, mais cette notion vraiment de déclassement, Après, là où le livre il est violent, il y a des gens, il y a une amie qui est auteur, là, qui l'avait montré chez l'Artical, qui s'investit vachement artistiquement, et le livre, elle m'a dit, il lui a vraiment fait mal, parce qu'elle a toujours travailler bénévolement à côté de son boulot dans la culture, pour faire des émissions de radio, sur des petites radios associatives, etc., à défendre l'art, la littérature, etc. Et là, le livre, il disait, il aidait à comprendre comment, pour les éduqués supérieurs, comme dit, comment s'appelle, celui qui a fait, après la démocratie, Emmanuel Todd, les éduqués supérieurs, comme il dit, quoi. Il dit... moi je montre comment pour les éduqués supérieurs, la culture c'est pas une solution, c'est un enfermement. C'est horrible de dire ça. C'est des choses, quand j'ai commencé à les penser il y a 10 ans, ça me faisait horreur. T'as pas le droit de penser ça, quoi. C'est tout ce que tout ce qui a fondé ton existence, tout ce que tu as toujours défendu. Et réaliser que ça, c'est, comment dire, il fallait un moment se débarrasser de ça comme du lest, parce que sinon on coulait avec, on faisait couler. Et j'en vois plein, des intellos précaires, comme on dit, c'est pas l'héroïne, c'est les DVD d'auteurs, c'est les grands films, la grande littérature, parce que même si la vie est pourrie, même si on peut à peine se nourrir, etc., au moins on est dans la culture, quoi. Et en même temps, c'est pas la grande question, ça n'a plus été une arme politique, quoi. Et c'est ça, donc voilà, je décris ce truc en même temps qui a traversé soit toi-même, mais partout, et pas que dans les milieux marginaux. Des degrés différents, mais ce désir d'être soi-même, quoi, d'être soi-même, de s'accomplir, d'accomplir son destin, de devenir un grand sportif, de devenir un aventurier, de devenir, je sais pas, moi je me disais, quand j'étais à l'imprimerie, je me disais, ce qui me faisait tenir le coup, et j'avais conscience de l'esthétique, c'est ça, c'est comme Jack London, après tu feras un livre pour le raconter, et en même temps je réalisais à quel point c'était un cache-misère et qu'on s'agrippait tous à ça, quoi, et qu'il y avait un vrai problème là-dessus, quoi. Donc... Et après, si j'ai fini par le faire, c'est pas pour faire un livre, mais c'est pour témoigner, prendre cette parole, faire résonner, quoi. Enfin, la nécessité, pour moi, elle était là-dessus, quoi. Parce que faire un livre, c'est un peu vain.